Bienvenue sur Africa 24, vous êtes dans l'émission Face à nous. Aujourd'hui, notre invité est une personnalité prestigieuse. Président de la République de Guinée équatoriale, il vient d'ouvrir la session parlementaire de son pays. C'était l'occasion de rencontrer le président Obiangema Bazogo pour faire le tour de l'actualité. D'abord, l'actualité en Guinée équatoriale avec des récentes attaques qui ont livré pas mal de spéculations, mais bien aussi la situation politique intérieure de la Guinée équatoriale. En dehors des frontières de la Guinée équatoriale, la vision africaine avec l'inculpation par la Cour pénale internationale du président soudanais Omar el-Béchir, et aussi de cette plainte déposée en Europe par diverses associations sous l'intitulé « Bien mal acquis ». Le président Obiangema Bazogo a choisi de nous répondre, de vous répondre sans langue de bois. Voici pourquoi il est face à nous. Monsieur le Président, même si l'année 2009 est assez consommée à cette période, on a envie de vous poser cette question au vu de toute l'actualité. Comment se porte la Guinée équatoriale en ce début d'année, indépendamment de l'ensemble des tumultes qui ont pu être causés ? En ce qui concerne la Guinée équatoriale, je peux vous assurer que le comportement de l'État, c'est bon. Non seulement au niveau politique, parce qu'il y a une solidarité en ce qui concerne les forces politiques de la nation, tous les partis politiques, on peut le montrer avec les attaques que nous avions suivisées le 17 février. Et dans une grande manifestation qu'on avait réuni toutes les forces politiques, on avait exprimé tout de la même façon, avec toutes les solidarités. Économiquement aussi, nous pouvons dire qu'on prend certaines mesures. Par exemple, le gouvernement a fait une réforme des budgets pour les chutes des prix du pétrole qui a affecté énormément notre budget parce qu'on avait fait le budget quand le prix était à 140, peut-être 140 le baril, mais aujourd'hui c'est moyen de 35. C'est-à-dire nous ne pouvons pas mettre dans l'ensemble de le pays avec un budget qu'on avait étudié quand le prix était élevé. Et c'est la raison que le gouvernement prend les mesures de prudence pour éviter que la situation s'aggrave. C'est la raison que je crois que jusqu'à maintenant, nous pensons qu'on prend des mesures qui permettraient que l'ensemble de notre pays se comporte de façon bien, qui permettre que la politique de cette année, nous le pouvons commencer très bien. Et nous sommes en même temps à la veille de les élections présidentielles. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il n'y a pas certains comportements qui peuvent aggraver la politique nationale, l'économie. C'est bien, avec beaucoup de bonne santé. C'est la raison que je peux affirmer que la situation actuelle de la Guinée équatoriale, c'est bien. Alors, quand vous parlez de nouvelles orientations, d'adaptation face à la crise, j'ai envie de vous demander quelles sont, pour vous, à vos yeux, les priorités de votre gouvernement. Est-ce qu'il y a des changements dans les grands chantiers qui ont été engagés? Voilà, quels sont les axes prioritaires que vous allez donner maintenant? Bien, le gouvernement a fait une étude pour sensibiliser à tous les opérateurs économiques de la façon que nous devons engager pour la crise, surtout à ce qui concerne la situation de le prix du pétrole, comme je vous avais affirmé, à ce qui concerne la rectification des budgets. Et en même temps, on prend des mesures pour éviter l'inflation, surtout à ce qui concerne le prix de les matières manufacturées et les matières primaires. C'est la raison que le gouvernement apprend tout
les mesures prudentielles pour permettre que nous pouvons faire face à la crise. Et dehors de l'ensemble de toutes les recommandations de la conférence de Libreville, qui a donné beaucoup d'orientations, qu'aujourd'hui nous savons part de cette orientation. Alors, quand il y avait des manifestations contre la vie chère, puisque c'est de ça que vous parlez dans d'autres pays, de l'autre côté, ici, c'était une attaque contre le palais présidentiel à Malabo. Les médias internationaux ont parlé de coup d'État, certains ont parlé de tentatives de déstabilisation. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, vous pouvez donner exactement l'explication que vous avez sur cette situation? Et comment peut-on parler d'un coup d'État alors que vous êtes à Bata et on attaque votre palais présidentiel à Malabo? Je crois que c'est loin de qualifier les attaques comme tentative de coup d'État, parce que c'était un groupe de rebelles. On avait constaté que c'était des rebelles de Delta, peut-être qui voulaient peut-être déstabiliser le pays. Je pense que c'était un problème de déstabilisation. Parce que le groupe, pour moi, c'est un groupe, c'est honte qu'un petit groupe vient pour attaquer frontalement le palais présidentiel qui n'avait pas de pouvoir pour dominer l'ensemble du pays. Peut-être il avait joué pour perdre les actions militaires qu'il avait fait contre le palais présidentiel. C'est la raison qu'on avait contre-attaqué durement. Le groupe a été neutralisé. C'est la raison que je crois qu'on ne peut pas parler de coup d'État. C'est seulement une tentative de déstabilisation, de créer l'écho pour dire qu'il y a des problèmes en Guinée équatoriale. Je crois que nous sommes vraiment tranquilles après les attaques en même temps, je pense que c'est une situation qui nous fait l'attention pour être bien avec beaucoup de surveillance. Nous devons faire beaucoup d'attention pour savoir que nous avons des ennemis. Mais est-ce que vous n'avez pas quelque part le sentiment d'avoir manqué de vigilance? On sait qu'il y a eu des attaques au Cameroun de ce même groupe dans 2 villes côtières du Cameroun. Et il y a eu des attaques au Gabon, pays qui a augmenté son degré de sécurité il y a moins de 3 mois. Est-ce que vous aviez été sous-informé ou est-ce que vous avez manqué de vigilance? Je ne peux pas dire qu'il manquait de vigilance, mais vous savez que l'ennemi qui tente de faire une action contre le gouvernement, c'est lui qui étudie la situation de terrain. Mais après, il trouvait qu'il y avait des gens qui étaient au service, qui avaient riposté contre lui. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il manquait de la vigilance. Je crois que c'était bien. Pourtant, juste après ça, vous avez effectué des changements dans les forces de sécurité. Est-ce que c'est une évolution ou une sanction, ces changements? Je crois que le changement qu'on avait fait dans un département, notamment le département de défense et sécurité, ne concerne pas pour les attaques. Parce que peut-être nous avons déjà l'esprit de changement, de mettre un changement dans ce département. C'est la raison que je crois que ce n'est pas, mais c'est une occasion propice que nous savons permettre de faire un changement. Vous savez que quand on fait le changement, c'est en même temps une action politique. Parce qu'après les événements, tout le monde attend les mesures que le gouvernement doit prendre pour neutraliser la situation. C'est la raison que la mesure a été applaudie pour toute la population. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas un problème qui concerne les attaques de le rebelle. C'est un problème interne. Alors récemment, Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine, disait sur les antennes d'Africa 24, après les événements de Guinée-Bissau, qu'il était très préoccupé. Préoccupé par le fait de voir des armées faire basculer des pouvoirs civils et politiques. Vous, comment analysez-vous cette situation? Comment y remédier? Est-ce qu'il existe, quand on voit la situation en Guinée-Conakry, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, récemment et plus régulièrement à Madagascar, est-ce qu'il existe une crise
réelle de confiance entre les militaires et les pouvoirs civils qui exercent sur le continent? Pour moi, c'est difficile de donner une critère parce que s'agit de politique interne. Mais je crois que si nous savons la démocratie dans le pays, nous devons respecter les structures démocratiques. Mais nous pensons que les façons comment certains États ils sont structurés, c'est le problème qui arrive aujourd'hui pour la insécurité. Parce qu'il y a trop de structures qui n'ont pas de pouvoir pour diriger le pays. Au moment qu'il y a un Parlement qui est indépendant du gouvernement, certaines institutions qui ne sont pas dirigées pour le gouvernement, c'est le moment qui peut créer des situations difficiles. Parce que le désordre commence à l'intérieur. Et ce désordre peut transférer à les militaires qui sont en même temps personne. Parce qu'ils ont des sentiments. Peut-être ils voient que le désordre n'est pas favorable à lui. C'est la raison peut-être que les militaires tentent de remédier la situation, de voir comment on peut éviter une désordre générale. Mais je crois qu'il y a une décision de l'Union africaine qui condamne tout le changement pour les militaires. C'est-à-dire changement pour coup d'État. Aujourd'hui, pendant la dernière réunion de l'Union africaine, on a interdit que ne peut pas participer le responsable actuel de Guinée-Conakry, de Mauritanie, peut-être un autre pays qui doit vraiment transférer le pouvoir selon la volonté populaire. Aujourd'hui, nous pouvons féliciter la situation de Guinée-Bissau parce qu'on a permis que le président de l'Assemblée peut organiser les élections pendant une période courte, c'est-à-dire continuer la démocratie. Mais le problème, pour moi, important, c'est les structures politiques internes. Parce que le désordre va continuer. Il faut changer la Constitution pour permettre que le président ait plus de pouvoir. Alors, quand vous parlez de cette situation politique interne, il y a eu une sorte de cohésion, d'élan commun au lendemain des attaques. On a vu l'opposition tenir des discours très très durs. Est-ce que c'était une entente de façade, je parle bien de la Guinée équatoriale, ou est-ce que cette situation vous permet de créer de nouvelles relations avec l'opposition, qui est une opposition interne, qui vit en Guinée équatoriale, mais qui n'est pas forcément tendre envers vous? Bon, en ce qui concerne les militaires, quand je parle sur les structures de certaines institutions, je parle à ce qui concerne l'autorité. Parce que au moment que le chef d'État ne peut pas toucher les institutions militaires, par exemple, s'il y a quelques militaires qui font une action contre l'institution démocratique, il faut les remplacer, il faut les séparer automatiquement. Mais il y a des pays qui n'ont pas le pouvoir pour séparer le militaire. Ce n'est pas normal, parce que je crois que le militaire doit travailler dans la direction que demande le gouvernement élu démocratiquement pour la volonté populaire. Mais je crois que pour moi, c'est la raison principale qui fait qu'on commence à avoir certains désordres internes dans le pays. Mais à ce qui concerne la Guinée équatoriale, nous travaillons étroitement avec la majorité des partis politiques. Et notamment, je peux vous assurer, quand on avait convoqué une manifestation contre les attaques du 17 de février, tous les partis politiques, on avait participé solidairement et avait exprimé la condamnation. C'est-à-dire, tout le monde a le même point de vue. Mais à ce qui concerne la politique, normalement, nous travaillons
avec un consensus. Par exemple, quand on convoque les élections, premièrement, on demande l'opinion de tous les partis politiques. Après, ils expriment comment ils veulent qu'on peut organiser les élections. Par exemple, les dernières élections législatives, certains partis politiques avaient demandé de faire une coalition avec le parti au pouvoir. Mais on avait gagné. Les autres avaient refusé la coalition. Mais aussi, ils avaient gagné, mais pas dans le niveau qu'ils voulaient gagner. C'est-à-dire que toujours, nous avons une instance qui permettrait que le gouvernement peut entamer une discussion avec le parti politique d'opposition pour arriver à un consensus. Récemment, vous avez tenu une réunion à Libreville sur des pertes financières issues des placements faits par la BEAC à travers une société française, la Société Générale. Vous, comment avez-vous, en tant que président d'une république membre de la CEMAC, comment avez-vous appris ces pertes? Quelle analyse avez-vous faite de la situation? Et comment comptez-vous, avec vos autres pairs présidents des pays membres de la CEMAC, régler ces problèmes? Le déplacement des fonds de la BEAC, c'est un problème traditionnel. Toujours, le gouverneur, il peut déplacer le fonds de la BEAC, mais dans une structure sûre qui ne permettre la perte le fonds des États membres. Mais l'erreur venait pour la façon comment on avait déplacé le fonds dans une structure dangereuse qui a permettre le perdre qu'on a subisé dans l'ensemble des États. C'est-à-dire l'erreur, c'était pour notre fonctionnaire qui n'avait pas respecté le système traditionnel de déplacement des fonds de la BEAC, c'est-à-dire les mauvais travaux qui fait le fonctionnaire. C'est la raison qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut qu'on respecte le système de rotation des structures de notre organisation. Vous savez qu'actuellement, on ne respecte pas encore. Nous sommes en train de présenter une réforme qui donne les mêmes opportunités à tous les États membres. Par exemple, il y a le gouverneur, toujours c'est un Gabonais, le vice-gouverneur, c'est un Congolais, mais c'est la raison c'est les raisons qui commettent des erreurs en savant qu'il va être défendu pour peut-être leur gouvernement. Mais je crois que l'ensemble de l'Assemblée avait condamné, avait refusé les façons comment on avait fait le déplacement de notre fonds. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos pairs pour ce système de rotation? Bon, nous ne pouvons pas être d'accord. On a donné la recommandation de faire un audit pour savoir pourquoi on a subi le perte de notre fonds. Union africaine, quel bilan faites-vous des premiers mois du Guy Kadhafi comme président en exercice de l'Union africaine? Je ne peux pas donner d'opinion parce que je sais que tout le pays accepte certaines structures conformément qu'il faut pour l'intérêt du pays. Par exemple, il a présenté le problème le gouvernement de l'Union, mais tout le monde avait refusé pour permettre que ce soit une décision progressive qui doit permettre que les États consultent à leurs respectives populations. En France, depuis plusieurs mois, des ONG vous harcèlent juridiquement en compagnie des présidents Sassou Nguesso du Congo, du président Omar Bongo du Gabon, sous une action qu'ils ont appelée bien mal acquis. Que répondez-vous aujourd'hui sur cette action? Comment vivez-vous le fait de ne pas être en fait directement concerné, mais que l'on vous attaque en réalité dans ce dossier à travers votre fils? Et il y a des rumeurs de plus en plus persistantes indiquant que ces associations, pour certaines, avaient demandé de l'argent, des moyens financiers pour arrêter ces actions. Est-ce vrai?
Je ne suis pas d'accord avec le rapport que certains médias, ou bien ils parlent de la Transparency International qui avait dénoncé certaines mauvaises utilisations de moyens économiques du pays, notamment les pays producteurs de pétrole, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. En ce qui concerne la Guinée équatoriale, nous n'avons pas de moyens pour être accusés pour la Transparency International ou bien pour les médias. Peut-être c'est une involucration pour tenter de casser les malactions qu'on fait contre le Gabon et le Congo. Le président Bongo et Sassou. En ce qui concerne à la Guinée équatoriale, à moi-même, c'est un faux rapport contre la Guinée équatoriale. Pourquoi l'homme d'affaires européen, avec leur fils, il fait des sauces en Europe et jamais il ne parle pas de lui-même. Toujours les attaques, ils sont contre les Africains. C'est une façon de critiquer toujours les Africains parce qu'ils pensent que les Africains doivent vivre toujours à un état pauvre. Mais je pense qu'au moment qu'une personne travaille, il est un homme d'affaires, il peut faire avec l'argent ce qu'il veut. Parce que mon fils ne dirige pas, par exemple, le département économique, non. Il travaille pour le gouvernement. Contrairement, c'est lui qui donne beaucoup de recettes à l'État. D'ailleurs, une opinion qui ne connaît pas la réalité de la situation interne de la Guinée équatoriale, après il fait une faute publication, c'est une façon de dégrader, de mettre une critique qui n'a pas de fondement. Il fait ça contre les Africains, contre les intérêts africains. Nous savons que s'il y a des problèmes de corruption, la corruption vient précisément pour les Européens, qui nous critiquent toujours. C'est la raison que je crois que c'est une façon de voir à l'Africaine comme un pays, un continent de gens qui doivent vivre dans la pauvreté. Nous sommes contre certains médias qui donnent des critiques aux pays africains, notamment à ce qui concerne le Darfour, qu'il y a le Cour internationale de justice européenne a condamné M. Omar Béchir pour la violation, je ne sais pas, il parle des droits de l'homme. Nous pensons qu'un président en exercice, on ne peut pas le donner l'ordre d'arrêt. Ce n'est pas normal. Comment on va arrêter un chef d'État en pouvoir, en exercice? C'est la loi internationale. Et pourquoi les Européens ne respectent pas la loi internationale? Pourquoi ils n'avaient pas donné l'ordre d'arrêt avant que le président Béchir vende le pétrole à les Chinois? Parce que maintenant, ils vendent le pétrole aux Chinois. Mais c'est la dispute entre les Occidentaux et le pays oriental. C'est-à-dire c'est un problème de ressources naturelles. Mais je crois que si il faut régler les problèmes, on peut convoquer une conférence pour le problème de Darfour, pour voir comment la communauté internationale peut aider à l'ensemble des personnes qui subissent dans ces régions. Il faut parler, pas pour prendre des mesures contre une personne, parce que derrière lui, il y a beaucoup de populations qui le suivent. Mais on ne peut pas dire que l'Europe demande l'arrêt de Béchir, de Omar Béchir, par exemple, qui ne peut pas déplacer. Mais je dis que si j'ai une possibilité de l'inviter, il pourra venir en Guinée équatoriale. Je ne permettrai pas qu'il soit arrêté pour personne. L'Afrique est arrivée à une situation d'indépendance
Pourquoi on va respecter le tribunal européen? Pendant le dernier sommet de l'Union africaine, on a parlé sur la création d'une instance judiciaire africaine qui juge les personnalités africaines pour éviter de dépendre de l'Europe. Je crois que pour moi c'est logique. Nous ne sommes pas aujourd'hui les colonies de passé. Nous sommes des pays souverains indépendants. Venant du Gabon, le décès de la première dame, Edith Lucie Bongo Ondimba. Quel message souhaitez-vous adresser à votre père, celui que vous appelez régulièrement votre grand frère, devant une telle situation avec tout l'environnement médiatique qui a été assez négatif quand même pour lui cette année? Vraiment, c'était un grand perte parce que Madame Edith Bongo, première dame du Gabon, c'était une femme respectueuse qui travaillait pour l'Afrique. Surtout, c'est une personnage qui a des deux originaires. Il y a pour un côté son père, qui est le président du Congo, et en même temps son mari, qui est le président du Gabon. Elle travaillait très bien. Il fait la médiation pour plusieurs affaires de l'Afrique. Notamment, je peux parler pour la Guinée équatoriale. Nous oppose avec le Gabon un problème de souveraineté de l'île de Mbagné. C'était une fois qu'il avait demandé à son mari et à son père que pourquoi on ne peut pas résoudre rapidement le problème qui oppose le président Bongo et le président Obiang pour permettre que l'ensemble de l'Afrique centrale reste tranquille avec une compréhension entre tous les dirigeants. C'était une femme qui avait une vision politique très haut, très élevée. C'est la raison que pour moi, ce n'est pas une perte pour le Gabon, c'est une perte du Congo, mais c'est une perte pour l'Afrique centrale. Pour tout le continent africain, c'était une grande dame.